Je m'appelle Jean-Pierre Joseph, je suis avocat au barreau de Grenoble. Je suis maintenant le doyen du barreau de Grenoble. J'ai beaucoup fait de procès contre la pensée unique. C'est comme ça que je me définirais. Bon, j'ai d'autres activités en dehors, puisque je suis instructeur d'arts martiaux, karaté Shotokai, qui est un karaté énergétique, et je suis également auteur-compositeur et auteur de sketchs et chansons humoristiques. Voilà. Voilà un petit peu le profil du personnage. Vous êtes l'auteur du livre Vaccin, on nous aurait menti. Pouvez-vous nous le résumer dans les grandes lignes? Il me semble que la nature fait bien son boulot et que croire toujours qu'on ne peut pas vivre sans vaccin, c'est imaginer que le corps humain a été mal fabriqué. On a un défaut de fabrication et à la sortie, tout de suite, il faut des vaccins parce que sinon, on va tous en mourir. Bon, ce postulat me paraît faux, d'autant que j'en ai eu un seul dans ma vie, le variole, qui ne servait pas à grand-chose d'ailleurs là où j'étais. Et j'ai voyagé dans plusieurs continents, je suis passé dans des zones infectées, je dirais, de tas de choses, il m'est rien arrivé. Je suis même revenu criblé comme une passoire de piqûres de moustiques quand je suis allé en République d'Haïti pour un procès. Et j'aurais dû choper le paludisme. Hein. Bon, mais je savais ce qu'il fallait boire et pas boire, manger et pas manger. Voilà. Donc, quand on a certaines connaissances, qu'on s'intéresse aux choses, eh bien, ça se passe différemment. Et le problème, c'est que les gens croient, parce que on leur a dit, et si on les dit, mais on, peut-être ils se trompent. Ah non, 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 c'est pas possible. Bon, le gros défaut des Français, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. Alors ils croient et ils disent que ouais, les gens qui contestent les vaccins, ils sont dans une croyance. Non, on ne croit à rien. Au départ, on est tous pour les vaccins, au départ, quand on est né. On nous a dit oui, c'est bien, c'est bien. Bon, puis un beau jour, on réfléchit, on se documente, on va sur le terrain, on questionne les gens. Bon, chose que ne font pas 95% d'entre nous. Et on découvre qu'il y a un gros mensonge derrière. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire des bouquins. Vous avez eu des gens, des médecins, des gens qui vous ont écrit par rapport à ce livre? Oui, aucun ne m'a dit « vous vous trompez ». J'en suis à la 5e édition, ça fait plus de 10 ans que je renouvelle tous les 2 ou 3 ans. L'édition, je la remets à jour. Et je m'étais dit « j'aimerais bien me tromper ». Parce que c'est rassurant de se tromper. On se dit, ah ben, il suffit de se vacciner, on risque rien. Bon, malheureusement, les seuls médecins qui m'ont écrit, ils sont nombreux, ils m'ont dit, mais je suis de tout cœur avec vous. Moi, je ne peux pas le dire parce qu'il y a le Conseil de l'Ordre, mais vous avez entièrement raison. C'est dingue. Alors, les seules fois où je me suis accroché, mais c'était publiquement, c'est sur des plateaux de télé, ou c'est sur des télés internet, avec certains grands pontes qui, on le sait, ont d'énormes liens d'intérêt avec des labos, hein, et qui disent si, il faut vacciner, etc. Ça a été le cas, par exemple, d'un certain professeur, à qui c'est à lui qui m'a dit mais le vaccin contre la polio, c'est très bien, moi je l'ai fait, j'ai pas eu la polio. Alors j'ai dit, mais moi aussi, j'ai été vacciné contre toutes les maladies, mais pas avec les produits chimiques que vous préconisez, qui nous rendent malades, mais moi avec quelque chose de très naturel, que je prends régulièrement, c'est la choucroute alsacienne. Bon, j'en prends régulièrement et je déduis comme vous, puisque je n'attrape aucune maladie, c'est donc la choucroute qui me vaccine. Voilà, je fais le même raisonnement. Bon, il n'a pas aimé. Hein. Oui, je comprends. Ouais. Moi j'adore la choucroute alsacienne. Alors, on va parler des adjuvants aluminiques. Pourquoi ils posent problème, ces adjuvants qui sont utilisés comme un prétendu voilà, un stimulant immunitaire, mais les sels d'aluminium, selon le professeur Gherardi, sont neurotoxiques, peuvent migrer dans le cerveau. Et pourquoi alors aujourd'hui on en retrouve encore dans nos vaccins? Dans les médicaments, l'aluminium a été retiré, sur d'ailleurs conseil de la FSAPS qui est devenue l'ANSES. On les a retirés également des produits cosmétiques.
L'indice, ça fait pas, c'est pas bien. Sur la peau, c'est pas génial. Bon, on les a retirés de tous les produits pour les enfants, les pâtes à modeler, etc. Bon, mais sur les vaccins, on les a laissés. Pourquoi? Parce que le vaccin, c'est une religion, c'est un sacrement. Donc tout est permis dans les vaccins. Hein, et ça n'interpelle personne. On est comme des bœufs. Ah ouais, c'est un vaccin, donc voilà. Et après tout, quand les gens communient à l'église, ils ne demandent pas est-ce que l'hostie est stérilisée, est-ce qu'il y a une date de péremption. Non, on croit. Donc on y va. Ça se passe comme ça. Donc un vaccin, tout est permis. On pourrait mettre de l'huile de vidange, on dit ah ben c'est un vaccin, c'est normal. C'est hallucinant. Est-ce que vous avez déjà eu gain de cause dans des procès impliquant le lobby vaccinal? Il s'agissait par exemple reconnaître des maladies professionnelles d'infirmières après une vaccination hépatite B qui était malade, hein, aider des parents à ne pas vacciner leurs gosses tout en respectant la loi, etc. etc. Bon, donc c'était des procès de ce type-là. Les rares fois où vraiment on était face au labo pharmaceutique, j'étais dans le gros dossier de l'hépatite B qui a duré des années d'instruction à Paris pour plusieurs victimes du département de l'Isère. Ça s'est terminé, comme l'a expliqué l'ancien juge d'instruction, qui avait été laissé seul pour gérer des centaines de dossiers, avec juste sa greffière et juste un ordinateur. Elle pense aujourd'hui qu'on avait fait exprès de la priver de moyens d'instruire, et au bout de 10 ans d'instruction, mais ça c'est une règle normale, on l'a changé de poste, on l'a remplacé par un collège de plusieurs juges, qui lui ont fait comprendre tout de suite que cette procédure ferait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. Comme quoi, l'indépendance de la justice, c'est bien dans les livres. Ok. Donc, prenons un exemple. Je développe une pathologie peu de temps après m'être fait vacciner. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, le gros problème que vous aurez, c'est d'établir le lien de causalité, parce que vous allez tomber sur des experts qui vont vous dire le lien n'est pas scientifiquement prouvé. Ils répètent ça par cœur. Bon. Alors, j'ai eu plusieurs procès dans lesquels ça s'est posé. Des infirmières, bonne santé jusqu'à 40 ans, aucun problème. Vaccination contre l'hépatite B. Quelques heures après, tombe malade. L'état s'aggrave. Hein, elle cesse son boulot. Hein, et puis, on diagnostique une sclérose en plaques. Eh bien, je pense par exemple à une décision que j'ai obtenue de la Cour d'appel de Rennes, il y a quelques années. J'avais 4 experts, dans la procédure il y avait eu 4 expertises qui disaient tous pas de lien de causalité. Le dernier, qui était un prof à la fac de je ne sais plus quelle ville, le dernier, la Cour d'appel lui avait demandé est-ce que cette pathologie pourrait venir du vaccin? Sinon, d'où vient-elle? Chez une personne qui jusqu'à 40 ans, ne présentait aucun symptôme. Il nous répond, en gros, je ne sais pas de quoi ça vient, mais ça ne vient pas du vaccin. Les experts en sont là aussi, ce sont devenus des idéologues, comme les journalistes d'ailleurs. La plupart des journalistes sont des idéologues. Hein, regardez ce qu'ils disent, par exemple, ils voient une manif avec 20 000 personnes, ils disent quelques centaines de personnes. Ils l'écrivent, ça. Alors que quand on regarde la photo, on dit non mais ils se foutent du monde. Bon, eh bien, j'ai dit à l'expert, si je donne à monsieur l'expert un grand coup de poing dans le nez, il n'arrivera jamais à me démontrer que le saignement de nez n'est pas une coïncidence. C'est exactement le raisonnement qui tient. Bon, et la Cour d'appel de Rennes avait jugé que dans la mesure où l'expert disait « je ne sais pas de quoi ça vient, mais ça ne vient pas du vaccin », c'était un peu léger pour un expert. D'autant plus que dans cette affaire, je lui avais amené les références d'une 50aine de livres de ses confrères qui indiquaient que ces vaccins-là étaient toxiques et inefficaces, et ils n'en parlent pas du tout. Alors que dans une expertise, quand on fait des observations après le pré-rapport, l'expert inclut obligatoirement les observations en disant « un tel me dit que je ne suis pas d'accord pour telle raison ». Là, il n'en parlait pas comme si j'avais rien donné. Alors, ça les a vraiment interpellés. On voit bien que les experts sont des idéologues et ils ne sont plus des experts.
C'est dur d'avoir confiance en ces gens-là. Alors. Il faudrait une épuration totale de plein de gens dans ce pays, qui sont formatés, qui n'arrivent même plus à regarder, ils ne savent même plus observer. Alors, on passe à la prochaine. Aujourd'hui en France, a-t-on le droit de ne pas être vacciné sans être automatiquement diabolisé? Ah bon, on est très souvent diabolisé quand on n'est pas vacciné. Hein, c'est pareil que l'hérétique au Moyen Âge. Celui qui ne croyait pas en Dieu, il était brûlé sur le bûcher. Hein. Alors, c'est vrai que quand j'étais gamin, un médecin scolaire m'a dit un jour, dis petit, tu n'as pas de vaccin? J'ai dit non monsieur, tu as le droit de te suicider, mais tu n'as pas le droit de contaminer les autres. Et avec l'accent que j'avais à l'époque, je lui ai répondu, mais comment je peux les contaminer? Ils sont vaccinés. Bon, je me suis pris une paire de claques. Bon, mais les paires de claques à l'époque, on s'en prenait pas mal, c'était pas grave. Mais l'année suivante, ce qui m'a interpellé, c'est que le même médecin, regardant mon dossier, m'a dit tout va bien au suivant. Donc apparemment, il y a des questions et des réflexions qui les dérangent et qui heurtent leur petit ronron quotidien. Donc il y a des questions qui sont dérangeantes et qui, quand on les pose, on n'a jamais de réponse. À qui profite la vaccination de masse? La vaccination de masse, c'est un profit colossal pour les laboratoires pharmaceutiques et également pour tout le système de santé, puisque on sait maintenant par des statistiques dans plein de pays que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé, travaillent mieux à l'école, ont de meilleurs résultats, sont moins agressifs, etc. Bon, le non vacciné, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de plein d'autres gens, il va rarement chez le médecin. Ça, c'est embêtant pour le système de santé. D'accord, donc c'est une question de gros sous, quoi, encore. Une question Toujours, toujours. Ok. Est-ce qu'il est juste de parler de vaccins concernant les entre guillemets vaccins anti-Covid? C'est une sinistre mascarade. On est dans le cadre d'un essai clinique en phase 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on étudie actuellement qu'est-ce qui se passe chez les gens qui ont reçu cette injection. Ça veut dire aussi qu'on a diffusé dans le public, peut-être, ce qui serait normal, la moitié de flacons qui sont des placebos, puisqu'on est en essai clinique. Et là, on est en train de nous obliger à recevoir une injection dont on ne sait rien, sur les effets secondaires à long terme, en nous disant « Ah, il n'y a pas d'effets secondaires, il n'y a pas de graves effets secondaires. » Eh bien si, il y en a. Le site européen EUDRA Vigilance fait état en juillet 2021 de environ 800 000 effets indésirables graves et 19 000 morts. Bon, personne n'en parle. Ce qui montre bien qu'on est dans la religion, qu'on est dans le sacrement. Et si le sacrement y tue, ben tant pis, on y va quand même. Donc à mon avis, ces produits-là ne sont pas des vaccins. C'est une thérapie génique, ce qu'ont dit plein de virologues, français, américains, allemands, espagnols, italiens, etc. Ils le disent tous. Seulement ces gens-là, on ne les voit jamais à la télé, parce que la télé censure ce type d'informations, comme elle censure les morts de ces vaccins, comme elle censure les nombres de militants dans les manifestations, ce qui montre bien que les journalistes sont devenus des idéologues, et plus des journalistes qui essayent d'être neutres et de dire ce qu'ils voient. Ils voient des choses, mais ils commentent de telle façon que ça les arrange eux. On se demande quel jeu ils jouent. Ok. Alors, on va parler de la plainte. Il y a une plainte qui a été déposée auprès de la Cour pénale internationale contre les dirigeants français, notamment Agnès Buzyn, à l'époque où elle était ministre de la Santé, Macron, etc. Il y a aussi Bill Gates dans l'eau, mais on va axer sur les dirigeants français. Cette plainte a été déposée par un collectif regroupant des associations et des syndicats de professionnels européens.
et elle dénonce la gestion catastrophique de cette prétendue crise sanitaire. Et les chefs d'accusation sont les suivants: crime contre l'humanité, atteinte à la dignité humaine et génocide. Est-ce que, selon vous, on peut vraiment parler de ces chefs d'accusation-là? Ce qu'il faut savoir, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui le savent, c'est qu'au début de cette histoire, M. Olivier Véran avait dit les masques, ça ne sert pas à grand-chose, à l'époque où il n'y en avait pas, et le confinement, c'est ça qui va faire flamber l'épidémie. Il avait raison. Bon, mais un mois après, il dit le contraire. Et personne ne se révolte, tout le monde accepte comme des moutons, parce que tout le monde avait peur du virus. Bon, ce qui montre bien que nous sommes un peuple de trouillards. Hein? Ah, des grandes gueules. Hein? Pour chanter « On a gagné !» Alors là, on est fort. Hein? On est fort. Hein? Et moi, à ceux-là qui disent « On a gagné », je leur dis « Mais je t'ai pas vu sur le terrain. T'étais où? T'étais avec quel numéro de maillot ?» Alors là, bon, ça jette un froid. Bon. Donc, au début de cette épidémie, nous, on a cherché à comprendre ce qui se passait, avec un groupe de juristes, de non-juristes, de médecins, etc. On a découvert que d'abord des contrats avaient été signés quelques années avant entre Microsoft, présidé par Bill Gates, on le connaît, et certains organismes européens pour la production de nanoparticules. Et plutôt, c'est un brevet, je ne m'explique pas, oui, c'est un brevet qui avait été déposé par Bill Gates, Microsoft, pour il brevetait des nanoparticules ayant la faculté de réagir quand elles sont injectées dans le corps humain. Bon, ce brevet, il est officiel, hein, il a un numéro, on peut le consulter, il a été déposé aux États-Unis, il a été déposé bien avant que ne commence cette crise. Bon, donc ça nous a interpellés. D'autre part, ce qui nous a interpellés aussi, c'est cette simulation qui avait été faite à l'automne 2019, c'est-à-dire un mois avant que ça commence, ou 2 mois avant que ça commence, à Baltimore, en présence encore de Bill Gates, simulation d'une pandémie, un coronavirus, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Bizarre, on s'est dit, tiens, ils sont voyantes extra-lucides. Bon, ce qui nous a interpellés aussi, c'est toutes ces contradictions au début avec l'histoire des masques, il en fallait pas, après il en fallait, le confinement c'était pas bon, après c'était bon, ce qui n'a pas d'ailleurs empêché l'épidémie. Hein. Au début on a dit il y aura une nouvelle vague, et une troisième, et une quatrième, mais non, vous êtes complotistes, vous allez voir, ben si, ils vont pas nous lâcher, puisqu'on a compris petit à petit qu'il s'agissait d'un plan prémédité, organisé. Alors, autrefois, on disait, vous faites partie d'une secte, on faisait du harcèlement sectuel, et aujourd'hui, on dit, vous êtes complotiste. Parce que ça permet de ne pas répondre aux arguments de fond. Quand on dit ça, non, vous êtes complotiste. Donc on ne répond pas. Quand on donne tous ces éléments de fait, qui sont incontournables, ils sont là, les événements, on n'y peut rien. On ne nous répond pas. Ah non, vous êtes complotiste. Bien. Par la suite, quand on a commencé à dire qu'il faut soigner les gens, on a découvert qu'on avait interdit toutes les thérapeutiques qui marchaient bien. L'hydroxychloroquine, alors qu'on se servait de la nivaquine depuis 70 ans, notamment on en donnait aux militaires français sous les tropiques tous les jours, depuis 70 ans, donc c'est un truc qu'on connaissait. Et brusquement, au mois de janvier, on nous dit « Ah non, 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 il n'en faut pas ». C'est classé dans les substances vénéneuses par Madame Buzyn, par un arrêté ministériel. La vitamine C en perfusion à haute dose, partout où ça a été utilisé, 100% de résultats, aucun échec, et pas d'effet secondaire, ou très peu. Il y avait l'Artemisia annua, utilisée notamment à Madagascar. Madagascar, ils ont eu la bonne idée de la mélanger avec une boisson alcoolisée, et de ce fait, pour toute l'épidémie, ils ont eu un peu plus de 300 décès, pour toute l'épidémie.
C'est un pays qui a 27 millions d'habitants. Quatrièmement, l'ivermectine, qui semble très efficace, et tous les médecins qui l'ont utilisé ont dit en quelques jours, on a guéri tous nos patients. Hein, quand on les soignait à temps, on les a guéris. Bon, malheureusement, très curieusement, on a interdit tout ça. Mais pourquoi? On nous dit qu'il n'y a pas de traitement. Qu'est-ce que ça coûtait d'autoriser les médecins à utiliser ces thérapeutiques, même si on nous disait, oui, mais il peut y avoir des effets, etc. Bon, et le vaccin, il n'y a pas des effets? Bon. Donc, de plus en plus, on s'est dit, on a compris tout de suite, dès 2020, qu'on nous sortirait un soi-disant vaccin qu'il faudrait injecter à tout le monde. Non, vous êtes complotiste, c'est pas possible. Ben si, c'est arrivé, on le disait depuis un an. Ça n'a pas empêché une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague, et ça ne s'arrêtera jamais tant qu'on n'arrêtera pas ce processus. Hein, puisque si on n'avait rien fait, ça se serait passé comme à Madagascar, hein, on a de meilleures conditions d'hygiène qu'à Madagascar, il y aurait eu des morts, c'est vrai, comme dans toutes les épidémies de grippe, mais on n'en parlerait déjà plus. Or là, on va en parler encore pendant des années si on n'arrête pas ce processus. Et donc, on a découvert aussi que les contrats qui avaient été signés entre les laboratoires pharmaceutiques et la Commission européenne, eh bien, ils prévoyaient d'abord une exclusion de responsabilité. Donc le laboratoire n'est pas responsable, même si vous en mourrez. C'est pas moi, c'est le voisin. Et les parties reconnaissent qu'on ne sait rien de l'efficacité et de la dangerosité du produit. Ah, il y a une clause spéciale sur les contrats. Bon, donc, ça, ce sont des faits. Nous, on se contente de donner les faits. Donc, on avait compris que l'opération consistait à faire croire qu'il n'y avait pas de traitement et qu'il faudrait s'injecter. Et on continue de nous le dire, il n'y a pas de traitement. Pourquoi? Parce que s'agissant d'une phase expérimentale, s'il y avait un traitement, on n'aurait pas le droit de l'imposer. On ne pourrait pas, puisqu'il y a un traitement. Même un vaccin classique, puisqu'il y a un traitement, eh bien, on ne l'utilise pas puisqu'on peut soigner. Seulement voilà, pour obliger les gens à s'injecter ce produit ou ces produits, eh bien, on a fait croire qu'il n'y avait pas de traitement possible. Et tous les médecins qui ont utilisé ces traitements, qui ont été dénoncés, ont eu des problèmes avec les conseils de l'ordre. C'est la raison pour laquelle, demain, je dépose une plainte au nom de plusieurs médecins, ils sont plusieurs dizaines, contre le président du Conseil de l'Ordre national de Paris, pour complicité d'assassinat en gros, hein, puisque quand vous regardez quelqu'un se noyer dans une piscine, vous ne bougez pas, c'est une omission de porter secours. Par contre, si vous vous mettez en travers des pompiers et avec une barre de fer en disant personne n'approche, laissez-le se noyer, alors là, ça devient criminel. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc pour vous, on peut vraiment parler d'un génocide, hein. Ben, je ne vois pas comment qualifier les choses autrement quand on a toutes ces informations. C'est un génocide. On a volontairement fait en sorte de donner un produit aux gens, leur faisant croire qu'il les protégerait de la maladie. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? Et là aussi, les journalistes sont de mauvaise foi, ils sont malhonnêtes intellectuellement. Hein. Ils ont bien vu qu'en Angleterre, dès qu'on a commencé à vacciner, est apparu le variant anglais. Bon, personne ne fait la relation. C'est incroyable. Soit ils sont complètement idiots, soit ils le font exprès. Bon, en Inde, c'était la même chose. On commence à vacciner, variant indien. Bon, ça paraît clair. Israël, ils ont dit « Ah, bravo, on a vacciné presque toute la population ». N'empêche que la courbe de décès est en train de monter de manière spectaculaire. On se rend compte que 50% des gens diagnostiqués Covid sont vaccinés. Bon, personne ne dit rien. Ah, c'est très dérangeant cette histoire. Bon, et on continue. Alors évidemment, comme ça ne protège pas du Covid et que ça donne la maladie, comme beaucoup de vaccinations antérieures, eh bien, on continue. On ne le dit pas, mais ce n'est pas nouveau. Cette histoire n'est pas nouvelle, puisque Sylvie Simon
et de nombreux autres auteurs avaient bien écrit qu'en 1918, les Américains avaient constaté qu'aux Philippines, il y avait depuis 20 ans une épidémie en permanence de variole. Elle concernait 11% de la population depuis 20 ans. Ils ont donc vacciné en masse. Et le taux est monté à 65%. Et ils ont fait la même erreur. Alors à l'époque, ce n'était pas intentionnel, parce qu'ils ne savaient pas. Hein. Ils se sont dit, on a mal fait les choses, on a oublié des gens, donc on va quadriller la capitale, Manille, on va vacciner tout le monde. Et l'histoire nous apprend que dans ces années-là, la moitié des habitants de Manille sont morts de la variole, hein, et les autres ont été gravement malades avec les symptômes de la variole. Bon, on aurait dû s'arrêter là. Mais on a continué, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un marché juteux et extraordinaire. Hein. Et d'ailleurs, on s'aperçoit maintenant, quand on regarde les courbes des épidémies, qu'elles ont toutes une courbe ascendante et descendante, et que, concernant la diphtérie, la coqueluche, hein, la rougeole, etc., la vaccination de masse arrive après. Et les rares fois où elles arrivent pendant l'épidémie, c'est comme pour la variole, ça remonte. Ça a été le cas de la diphtérie en France, où les cas ont multiplié par 2 juste après la vaccination. À Berlin, le gouvernement du Troisième Reich rend la vaccination antidiphtérique obligatoire en 1935, et on s'aperçoit que le nombre de décès dus à la diphtérie à Berlin se multiplie par 7. Et il va s'effondrer en 1945 quand on lève l'obligation vaccinale, alors que Berlin est complètement en ruine. Mais tout ça devrait faire réfléchir. Mais quand on est dans une religion, complètement abrutie par les « on m'a dit que », eh bien, on ne réfléchit plus. C'est le cas actuellement des Français qui courent à l'abattoir en ne réfléchissant plus du tout. Et la polio, c'était la même chose en France, hein, puisque après la première vaccination anti-polio, on est passé de 1200 à 4000 cas officiellement déclarés. Voilà, donc tout ça devrait... Mais personne ne réfléchit. Alors il y a plein de gens qui ont écrit des bouquins, jamais on ne les voit sur les plateaux de télé, parce que c'est dérangeant. Comme quoi, la télé n'a rien de démocratique, elle nous ment tous les jours. J'allais vous poser la question, conseilleriez-vous à une personne de se faire vacciner? Parce que j'ai la réponse. Alors, la réponse, moi je ne conseille rien. Je dis simplement, un certain nombre de chercheurs, suisses, espagnols, français, italiens, ont cherché à savoir ce qu'il y avait dans les produits actuellement qu'on appelle vaccins anti-Covid. Et ils ont découvert qu'il y avait un produit hautement toxique là-dedans, qui est l'oxyde de graphène. On va regretter l'aluminium. Hein. Bon, l'oxyde de graphène, quel est son intérêt? Eh bien, c'est l'alliage le plus conducteur qu'on connaisse. C'est-à-dire, c'est lui qui réagit le mieux aux ondes électromagnétiques. C'est intéressant, n'est-ce pas? Quel hasard! Donc, que s'est-il passé à Wuhan? On a tous vu les images de gens qui tombaient, qui mouraient dans la rue. Bon, ils avaient respiré, parce qu'il y en a aussi dans les masques bleus, il y a des particules d'oxyde de graphène. On les a fait analyser, et les laboratoires nous ont dit, oui, il y a des particules, des nanoparticules, donc invisibles à l'œil nu évidemment, puisque nanoparticules, c'est le millionième de millimètre, donc ça ne se voit qu'au microscope électronique. Donc quand on respire ça dans les poumons d'abord, ça ne fait pas du bien, hein, et ensuite, quand c'est injecté dans le corps, eh bien, vous réagissez aux ondes électromagnétiques. Or, Wuhan, au même moment, devenait un modèle mondial d'activation de la 5G. On a activé la 5G, et pan, ils tombaient comme des mouches. Voilà. On a dit, oh, vous êtes complotiste, c'est une coïncidence. Ah bon, je veux bien, c'est une coïncidence. C'est ce qu'on disait aux gens qui s'électrocutaient quand on ne comprenait pas l'électricité autrefois, au 19e siècle. Oh, vous êtes des illuminés, hein, vous n'y comprenez rien. Ah, il y a eu une étincelle, il est mort, mais ça n'a rien à voir. Hein. Il a été frappé par un souffle divin qui a entendu. Bon, etc. Exactement le même raisonnement. Bon, donc, l'oxyde de graphène, voilà ce que vous respirez dans les masques, voilà ce que vous prenez quand vous faites
tester PCR, hein, puisqu'il y en a également sur les petits bâtonnets. Quelques petites nanoparticules intéressantes, respirez-les bien, hein, comme ça vous aurez votre drogue pour la journée. C'est très bien. Hein. Et dans ces soi-disant vaccins, eh ben, il y en a pas mal à forte dose. C'est pour ça d'ailleurs que certains ont remarqué que juste après l'injection, pendant quelques heures, il y a des choses aimantées. Hein. Vous mettez un objet métallique, il reste aimanté. Bon, il ne reste pas longtemps, hein, le temps que ça se diffuse dans le corps, après, il ne sera plus aimanté. Mais c'est quand même intéressant à savoir. Je ne connaissais pas le vaccin de l'affinage. Ok. Donc voilà, je voulais vous demander, le pass sanitaire est-il légal? Moi, j'appelle ça un pass suicidaire. Alors, il sera peut-être légal en ce sens qu'il sera autorisé par la loi, mais il est contraire à toutes les conventions internationales qu'on a signées, à la Constitution. Et si le Conseil constitutionnel ratifie ce truc-là, eh bien, ça voulait dire qu'il aura lui-même fabriqué les éléments de son inutilité et de sa crédibilité. Donc à partir du moment où il deviendrait légal, on serait officiellement, entre guillemets, dans un état totalitaire à ce moment-là. Mais il y a longtemps qu'on y est. On croit qu'on est en démocratie. Bon, la différence entre les républiques bananières et chez nous, dans une république bananière, on vous dit t'as pas le droit de parler, ferme ta gueule. Bon, ça c'est clair. Ici, on nous dit cause toujours. Je crois que le résultat est le même. Alors, quels sont les moyens d'action pour résister à l'oppression? Il y a plusieurs moyens. Il y a les recours judiciaires qu'on va faire. Et je pense qu'il va s'en faire beaucoup. Il y a la rue. Parce que souvent, la rue, ça permet de faire comprendre à toute une catégorie de citoyens qu'on n'est pas tous d'accord sur tel point. Jusqu'à maintenant, les manifestations se sont bien déroulées. J'espère qu'elles vont continuer comme ça, de manière pacifique, mais en montrant notre détermination et le nombre qu'on est. Et puis, à long terme, on s'apercevra que ce pass ne peut pas tenir. Tous les gens qui sont non injectés, je dirais pas vaccinés, parce que pour moi, ce n'est pas un vaccin, tous ces gens qui ne sont pas injectés, qui n'ont pas envie de le faire, eh bien, ça fera tous ces gens en moins dans les bars et restaurants, ils n'iront plus, mais tant pis, on n'ira plus. Et on vivra autrement, on fera des pique-niques, des trucs comme ça, c'est tout. Et ça ne pourra pas tenir non plus parce que de toute façon, je vois mal les forces de police et de gendarmerie contrôler tous les bars et restaurants de France pour savoir si un tel, s'il a bien son pass, etc. C'est ingérable. Les gérants eux-mêmes, ils ne pourront pas tenir non plus, parce que le mec qui s'assoit à une terrasse, hein, vous avez votre passe sanitaire, ah non, mais il se relève, il s'en va, hein, vous arrivez à 10, vous sortez d'une réunion, un truc comme ça, vous avez votre passe, non, ben les 10 ils s'en vont, bon, ça va foutre un bordel pas possible, hein, ce ne sera pas gérable non plus. Le grand tort de tout ça, c'est la pensée unique. Dans tous les thèmes de santé publique, on voit toujours les mêmes, ou bien quelquefois, on en prend un contre, tout seul, qui va être contre 9 autres, et chacun aura le même temps de parole. Bon, ça se passe toujours comme ça. Les grands médias fabriquent eux-mêmes l'antidémocratie. Parce que s'ils étaient honnêtes, et ils sont hautement malhonnêtes, dans un débat de ce genre sur ce thème-là, il y aurait 5 pour, 5 contre. Et jamais on a ça, jamais. Et naturellement, celui qu'on choisit, on choisit exprès quelqu'un qui sait mal s'exprimer, hein, qui se mélange les pinceaux, qui ne connaît pas le truc, parce qu'on les choisit. Hein. Tout comme c'est assez extraordinaire, dans des interviews qu'on voit depuis 1 an, les gens ils sont tous contents. Hein. Il y a presque 30% de la France qui défile, hein, mais on interviewe, ah c'est bien le masque, ah oui, oui, ça nous protège, ah oui, le vaccin je suis pour, l'obligation je suis pour. Bon, il n'y en a pas un seul qui vient dire non. Ce qui montre bien que tous ceux qu'on a interviewés et qui disaient non, on ne les a pas diffusés, c'est toujours la même chose.
Heureusement qu'il y a 2-3 réalisateurs indépendants par là. Ouais. Ouais. Bah, merci, monsieur Joseph, pour m'avoir reçu ici. Merci pour votre humilité aussi, parce que je vous ai trouvé très humble. Je vous ai rencontré au téléphone, mais j'ai vu l'homme avant l'avocat. Enfin, j'ai senti en tout cas l'homme au téléphone, et merci d'avoir accepté. Et votre bouquin, vous pouvez peut-être le montrer, parce que je pense qu'il va intéresser beaucoup de gens. Oui. Vaccin, on nous aurait menti, de monsieur Jean-Pierre Joseph. Voilà, merci. Vous pouvez me soutenir sur ma page Tipeee pour que je puisse continuer à vous délivrer des informations indépendantes et sans conflit d'intérêt. Merci à vous.